Comme nous venons de le voir, les formes sont agissantes sur le vivant et sur l'eau. Si cette thématique nous a pas semblé vraiment être très évidente à concevoir ou à comprendre, eh bien peut-être que le fait de faire un détour par les aimants va vous permettre de mieux appréhender cette possibilité de la matière à agir sur la matière ou de la matière à agir sur l'eau. Puisque il est possible en fait d'utiliser les aimants pour ce qu'on peut appeler dans ces cas-là magnétiser de l'eau et donc d'avoir une modification des propriétés de la qualité de l'eau. Et effectivement, encore une fois, cela fonctionne et génère des propriétés, des qualités d'eau qui vont augmenter la capacité de l'eau, encore une fois, à nettoyer, à régénérer, à permettre une meilleure élimination au niveau de l'organisme. Alors à cela, il y a quand même quelques petites choses à voir et des interrogations à se poser dans l'utilisation des aimants par rapport à l'eau. Il y a plusieurs raisons pour cela. C'est ce que nous allons un petit peu explorer. Et en premier lieu, en fait, si autant il peut paraître complexe de comprendre qu'une forme est émettrice, quand je vais prendre un aimant, j'ai un support qui eh bien, semble métallique tout à fait inerte de premier abord. Et pourtant, si j'ai deux aimants et que je les approche l'un de l'autre, ce qui va se produire, hein, s'ils sont en face opposée, eh bien, c'est qu'ils vont venir se coller directement l'un à l'autre. Alors que pour autant, quand j'observe ces deux aimants, l'un et l'autre séparés, eh bien, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une émission de quoi que ce soit qui se produise. Alors là, effectivement, dans ce cas-là, au niveau de la matière, on voit quelque chose de perceptible. On s'aperçoit qu'il y a une force qui est présente, hein, cette force d'attraction, cette force de l'aimantation qui est liée au matériau lui-même de l'aimant, hein, ce matériau métallique qui lui-même a des propriétés spécifiques qui en font eh bien, ce pouvoir d'attraction. Et bien que ce champ émis par les aimants ne soit pas perceptible, eh bien, pour autant, ça ne l'empêche pas d'être présent et ça ne l'empêche pas d'être présent de manière indépendante de toute source d'énergie ou d'électricité autre, par exemple, puisque on pourrait se dire aussi, tiens, ben voilà, si mon aimant était branché au courant électrique, oui, bon, bien que ça nous interrogerait encore aussi sur qu'est-ce que c'est que le courant électrique, comment ça fonctionne, etc. Mais ceci est un autre sujet. En tout cas, en tant que tel, l'aimant, de manière tout à fait indépendante, lié purement à son matériau, eh bien, a une émission énergétique forte, puissante, un champ, hein, qui est juste manifeste. Voilà, on ne peut pas dire l'inverse. Eh bien, en fait, ce qui se passe là de manière forte et manifeste avec le matériau d'un aimant se produit de la même manière avec une forme, mais sauf que le champ est différent, l'émission est différente. Évidemment, elle est beaucoup plus, je dirais, subtile ou légère, ou elle est moins forte, néanmoins présente. Alors avec un aimant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que ce champ, et si je mets par exemple une bouteille d'eau entre deux aimants, eh bien, le champ qui est généré avec l'eau au milieu va modifier les caractéristiques, les propriétés de l'eau. Pour autant, il y a, je dirais, deux questions fondamentales à se poser. Une est un aimant conçu pour son pouvoir d'attraction. OK, mais d'où tire-t-il son énergie? C'est une première question. Et le fait de se poser cette question-là va également nous amener à mieux comprendre comment fonctionne l'aimant et également ce qu'il induit en termes d'action au niveau de l'eau et de propriété au niveau de l'eau. Et deuxième question, en fait, comment ou par quoi ou quelle est la nature, en fait, hein, je dirais matérielle de l'aimant? Pourquoi est-ce qu'il est fabriqué? Je vais répondre à cette première question-là d'abord. Un aimant, donc, c'est fabriqué avec un ou plusieurs métaux, hein, une alchimie de différents métaux, de différentes sortes selon qu'on veuille obtenir un aimant plus ou moins puissant. Voilà, hein. Il y a différentes sortes d'aimants existants avec différentes puissances et qui est conçu donc pour son potentiel d'attraction et donc il va nous servir après de multiples manières, hein, que ce soit pour coller un papier après le frigo ou pour permettre de fermer un manteau ou pour etc etc, hein, ou pour une turbine pour produire de l'électricité ou pour etc etc. Il y a multiples applications dans les aimants, mais au départ il est conçu en fait pour cette propriété-là et cette action-là avec des matériaux spécifiques répondant à ces applications. Donc, dans l'intention, au départ, un aimant n'est pas fabriqué pour
dynamiser de l'eau. C'est un point quand même important puisque ça nous donne une autre appréciation de ce que nous allons obtenir au niveau de l'eau dans des dimensions plus, je pourrais dire, plus fines ou plus subtiles. Ensuite, d'où l'aimant tire-t-il son énergie? Et comme on peut le voir peut-être dans l'image d'en dessous, eh bien, ces champs, hein, on peut imaginer qu'il y a des champs donc, autour de l'aimant et que donc l'aimant va attirer à lui eh bien, des phénomènes dans l'environnement pour permettre son propre fonctionnement, hein, interne induit par le matériau en lui-même. Donc ça veut dire qu'un aimant est aussi dépendant de l'environnement dans lequel il se trouve, puisqu'il va avoir cette caractéristique, cette particularité de générer énormément de flux et de mouvements par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve, et donc il est dépendant de la qualité vibratoire même de cet environnement. C'est-à-dire que si vous utilisez un aimant pour dynamiser de l'eau et que vous avez autour un environnement qui est extrêmement pollué, que ce soit par exemple d'ondes électromagnétiques ou d'autres types de pollution, je dirais, énergétique, eh bien, il y a fort à penser et à voir en fait que ce qui va être généré au niveau de l'eau va également être de cet ordre-là. Donc, à ce niveau-là, dans l'utilisation des aimants, il est important d'émettre une certaine retenue ou en tout cas une attention sur la qualité de l'environnement vibratoire dans lequel nous utilisons des aimants, si vous êtes amené à utiliser des aimants pour dynamiser ou vitaliser de l'eau. Également aussi à observer, c'est que si vous utilisez un aimant directement dans l'eau, comme on peut le voir ici sur l'image, il existe des petites touillettes, on va dire, hein, pour mélanger ou simplement en fait, pour dynamiser l'eau avec l'aimant directement à l'intérieur de l'eau. Tous les supports métalliques en contact avec l'eau vont avoir tendance à modifier les propriétés, l'organisation et la cohérence de l'eau. Et d'ailleurs, si vous voulez conserver une eau donc dite vitalisée ou dynamisée dans les meilleures conditions possibles et le plus longtemps possible, eh bien, vous allez préférer non pas une bouteille en plastique comme on peut le voir ici au centre, mais plutôt une bouteille en verre ou un contenant qui soit inerte du point de vue, on pourrait dire, électrique ou électromagnétique. Donc, on va éviter les contenants d'ordre métallique ou voilà, qui contiennent des métaux. Donc, c'est pareil, l'utilisation d'aimants directement à l'intérieur de l'eau dans le but de la magnétiser, par exemple, c'est pas que ça va pas avoir d'action, mais c'est qu'on n'aura pas le plein potentiel de ce que ça peut apporter ou de ce qu'on peut avoir comme qualité ou comme nuance au niveau vibratoire de l'eau en utilisant des aimants de cette manière-là ou tout court sans prendre en considération l'environnement vibratoire. Donc voilà, je vais vous inviter maintenant si vous souhaitez, à voir quels sont des outils créés par des grands chercheurs dans le domaine de l'eau, de portée nationale ou internationale, et pour se faire une idée aussi de ce que c'est qu'un outil de dynamisation de l'eau et de ce qui a été fait par ces grands chercheurs et ce qui a été découvert.